le Fiendish Codex Volume 1. Encore un achat sur un coup de tête. Mais, contrairement à pas mal d'autres suppléments pour les règles 3.5 de Wizard of the Coast, ce livre, il est vraiment bon. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un bon achat. Mais avant de lancer des qualités à ce livre, je tiens à regarder de plus près les détails de sa constitution. Tout d'abord, comme tous les livres, comme tous les autres livres, et comme devraient se présenter tous les livres de jeux de rôle, la couverture est cartonnée avec un film illustré qui fait ressortir les couleurs chaudes qui cernent le Tanari bardé d'armes sur la couverture. Un très beau dessin, soit dit en passant. Le livre il est divisé en plusieurs chapitres, dont le premier est intitulé Demonic Lore. À l'intérieur de celui-là, on discute de la provenance des démons, des abysses, comment ils se sont formés à partir de la matière première du mal. Puis, à la page 7, les auteurs nous présentent les résultats d'une dissection d'un Drekch, ou d'un Drekt, un démon les plus faibles du domaine des abysses. Euh, on y analyse toute son anatomie, très intéressant comme approche, un point pour l'originalité, et le dessin qui l'accompagne est vraiment superbe. Après l'anatomie du démon, il décrit le cycle de vie. S'il meurt dans les abysses, qu'est-ce qui se produit? S'il meurt dans le plan matériel, qu'est-ce qui se produit? Je passe par-dessus la conjuration des démons pour vous parler des quatre rôles que peuvent prendre les démons. Il y a l'assassin, la brute, le corrupteur et le grand seigneur. C'est une traduction libre de Overlord. Ces quatre archétypes ne sont pas répandus chez tous les démons, mais seulement à ceux qui peuvent jouer un rôle dans votre campagne. Chaque archétype est présenté avec sa mentalité, sa manière de procéder, comment il se bat, c'est-à-dire ses actions sur 5 rondes de combat, comment il se présente dans une campagne, et le tout se termine par un mini-scénario qui peut servir d'amorce pour vos futures aventures. Bien entendu, le tout est décrit de manière très concise, pas de superflu ni aucune répétition, c'est vraiment incroyable. Ça fait vraiment un changement de mes autres lectures. Pour terminer ce chapitre, les auteurs nous proposent 3 pages sur la possession, car c'est une activité très répandue chez les démons. Ils proposent plusieurs façons de l'utiliser, soit sur des personnages joueurs, des personnages non joueurs, ou encore sur des objets. On imagine aisément que la possession d'un personnage joueur ou d'un personnage non joueur permet d'insérer des éléments dramatiques dans votre aventure. Idem pour les objets aussi. Cependant, on nous propose des moyens d'exacerber ces tensions dramatiques que peut causer la possession. Le chapitre 2 s'intéresse plus particulièrement à une dizaine de démons qui peuplent les abysses. Ces démons ne sont pas tous des super brutes avec un challenge rating de 20 non plus. Il existe des démons plus faibles, bien entendu. Ça fait différent des livres que j'ai lus récemment où je retrouvais seulement des monstres de fin du monde impossibles à dégommer. Les monstres en général sont bien et je n'imagine pas mon joueur de bas niveau venir se frotter à ce genre de bête. Avant d'y lancer vos joueurs, je vous conseille d'y penser à 2 fois. Je sais que j'y vais pas en profondeur, mais l'analyse d'un chapitre d'un mini bestiaire, ça m'intéresse pas vraiment. Je vais vous dire par contre quelque chose que je déteste, c'est les dessins des monstres. Je sais pas où ils ont pris leur artiste ou leurs idées, mais les monstres sont vraiment laids. On croise un gros singe à grandes dents, un gros moustique, un cheval à torse humain, ou encore d'autres qui méritent même pas d'être décrits. Ça donne vraiment l'impression que les démons de bas étages sont ridicules, mais ô combien puissants avec les immunités de base. Les personnages vont rire jaune en les voyant et en s'y frottant. Le chapitre 3 est la continuité du deuxième dans la forme mais non dans le fond. En effet, après avoir exploré le menu frottin des démons de bas étage, les auteurs s'attaquent à des niveaux supérieurs. J'ai lu dans diverses critiques que certains chefs des démons étaient repris du livre Book of Vile Darkness. J'ai pas grand chose à dire de ces démons qui contrôlent des niveaux des abysses. Cependant, je tiens à mettre en lumière un monstre marin qui règne sur les océans des abysses, Dagon. Oh Lovecraft, ton influence est partout.
Après deux chapitres de monstres soit ridicules ou méchamment puissants, on a l'impression d'avoir vu l'ensemble de la biodiversité des abysses. C'est effectivement le cas car les auteurs dans le chapitre 4 s'adressent aux joueurs. C'est le chapitre traditionnel où est présenté les sorts avec les nouvelles écoles, ooze, corruption, entropie, les feats et les nouvelles classes de prestige. Classe de prestige, voyons. Eh, il y en a pas? Waouh! Quelle originalité. Je passe par-dessus cette bouleversante preuve que les livres de Wizard n'ont pas nécessairement besoin de classe de prestige pour arriver à la dernière partie du chapitre qui traite du Black Scroll of Am. Pour faire une histoire courte, un homme voilà bien longtemps a écrit un gigantesque parchemin concernant les entités des abysses. Un jour, ses promenades dans les abysses ont attiré l'attention d'un seigneur démon qui trouvait que l'homme en question en savait un peu trop sur lui. Il le fit disparaître des plans d'existence et brisa le parchemin en morceaux. Une organisation dont je vais parler plus loin s'efforce de retrouver les parties de ce parchemin. Chaque partie est un objet unique et magique en soi. Il possède des pouvoirs spécifiques avec ce qui est écrit dessus. Comme par exemple, si le parchemin concerne Dagon, le personnage peut, après sa lecture, bénéficier d'un bonus lors des jets de compétences concernant le plan d'existence de Dagon. Bien entendu, tout cela comporte des risques. À chaque utilisation de ce pouvoir, il y a des chances que le démon rattaché au parchemin vienne s'en prendre au possesseur. Les morceaux de parchemin sont aussi sous l'effet d'un sort de plane shift. À moins de remplir certaines conditions, les parchemins se déplacent continuellement. Il est assez difficile de le garder avec soi, gracieuseté du démon qui annihila son auteur. Donc, pour le maître, c'est une belle occasion de fournir des amorces aux joueurs et en même temps de leur fournir une arme à double tranchant. Le chapitre 5, c'est le chapitre le plus intéressant. Il porte sur des descriptions des 15 niveaux des abysses, des organisations qui œuvrent au sein des abysses. Chaque niveau est présenté de manière adéquate, c'est-à-dire avec une carte, des principaux lieux d'intérêt, les dirigeants et encore des amorces pour les joueurs et le maître. Je pourrais pas passer les 15 niveaux au crible parce que je vais en avoir pour au moins une heure, mais je peux vous dire que c'est très bien écrit et très original. C'est toujours ma grande surprise en ce qui concerne ce livre. Je trouve que tout le matériel est très original. On fait beaucoup aussi référence dans ce chapitre au manuel des plans, qui est un livre que je ne possède pas et que je compte peut-être trouver un jour, sait-on jamais. Donc le livre se clôt par trois annexes. La première traite d'autres niveaux des abysses avec leurs noms de leurs dirigeants, les problèmes qu'ils ont. La deuxième propose la même chose mais plus succinctement. La dernière propose une utile liste de démons qui sont apparus dans 12 livres de Wizard of the Coast. Ça donne une bonne gamme de monstres avec lesquels vous pouvez jouer. En conclusion, je vous conseille fortement de vous procurer ce livre. Pourquoi? Parce que, un, il est original, intéressant et combien il est bien écrit. Oh oui. Je me souviens du temps où j'avais pas compris que mon ami. Je vous raconte une petite anecdote comme ça. Un jour, je suis chez un de mes amis et il revient avec un livre entre les mains. C'est le volume 2, la suite de ce que je suis en train de critiquer. J'ai bien ri de lui parce qu'on jouait jamais à Donjons et Dragons 3.5 à l'époque, mais il en avait entendu parler et il en pensait du bien. Maintenant, c'est moi qui ris jaune. J'espère peut-être lui emprunter un jour. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un très bon livre de Wizard que j'ai lu depuis au moins 2 ans, là, je vous dirais. Et le meilleur livre à date que j'ai critiqué. Eh bien, c'était ma huitième critique, un peu rapide, je crois, mais je tiens à vous dire que je vais sûrement récidiver plus tard. Donc, je vous dis bonne et à la prochaine.